Merci, Monsieur le Président, chers amis. Je remercie les organisateurs, en particulier le Dr Raqib, de m'avoir invité à parler d'un sujet qui n'est pas du tout facile. Je vais le dire d'emblée pour les gens qui pensent qu'on ne va parler que d'échocardiographie, ça ne va pas être le cas. En effet, donc abstraction faite des vides qu'il y a sur la diapositive, je veux surtout insister dès le départ sur le fait que l'insuffisance cardiaque à effet préservé, ce n'est pas une maladie en soi, c'est un syndrome. Alors c'est très très important parce qu'on ne peut pas, nous en tant que cardiologues, parler à nous seuls de l'insuffisance cardiaque à fonction systolique ou à fraction d'éjection préservée. On ne peut pas gérer ces malades tout seul. Il faut d'emblée garder en tête que c'est une maladie multisystémique qui comporte des comorbidités, que la gestion de cette maladie va s'asseoir et s'appuyer à la fois sur une gestion de la part cardiologique, donc du système cardiovasculaire, que ce soit du cœur mais aussi des vaisseaux, et aussi de ces comorbidités qui font partie intégrante en fait de l'étiologie de ce syndrome. Donc sans plus tarder, pourquoi on s'intéresse à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée? Tout d'abord parce que c'est un syndrome, une maladie, une pathologie qui est en pleine expansion, et vous voyez que c'est en train de dépasser, donc ici on est à peu près à 50% des insuffisances cardiaques, et chemin faisant, c'est en train de dépasser, c'est en train de devenir plus fréquent que l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, et ceci en particulier pour les femmes âgées. Ensuite, la mortalité n'est pas négligeable. Selon les études, cette mortalité peut avoisiner celle de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, ou à quelques différences près. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ces patients, ils meurent, dans un tiers des cas, d'autre chose que d'un accident cardiovasculaire. Ceci, justement, est dû à la fois aux comorbidités et à l'âge. Alors, sur le plan physiopathe, donc on part du concept ancien qui était dysfonction diastolique, un cœur hypertrophié, et donc qui résumait un petit peu la pathologie. Donc, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse part de dysfonction diastolique chez les patients porteurs d'insuffisance cardiaque à effet préservé, mais aussi, en fait, qu'il y avait des expressions phénotypiques différentes, que ce n'était pas forcément une hypertrophie concentrique, qui pouvait être excentrique, qui pouvait avoir un remodelage aussi concentrique, et donc l'apanage et l'existence de ces comorbidités qui font partie intégrante de la maladie, encore une fois je le répète, que ce soit l'obésité, le diabète, l'HTA, eh bien tout ceci va entraîner un état pro-inflammatoire. Et donc, contrairement à l'idée princeps qui était que c'est un continuum, qu'on partait de la dysfonction diastolique pour progressivement arriver à la dysfonction systolique, on s'est rendu compte en fait que ces états, ces comorbidités, ces états pro-inflammatoires déclenchaient donc la présence de radicaux, la fabrication de radicaux libres qui vont diminuer le héno dans les cellules myocardiques, diminuer le cycle de la GMP cyclase et perturber le métabolisme de la titine, ce qui va entraîner une rigidité et une hypertrophie. Donc, partant de ces nouveaux concepts, il était important donc de focaliser sur ces nombreuses comorbidités. Pourquoi? Parce que le patient va avoir une expression clinique différente s'il y a une pathologie pulmonaire, en particulier le BPCO associé, s'il y a une dysfonction rénale, s'il y a une obésité, et on a découvert de plus en plus d'autres facteurs de comorbidité, donc une expression différente du patient s'il y a un hyperdébit, une anémie, un syndrome d'apnée du sommeil et ainsi de suite. Et du coup, même l'expression cardiovasculaire qu'on va avoir, et on oublie souvent le facteur artériel, la rigidité artérielle qui est donc un acteur important, eh bien cette expression phénotypique va être importante et on peut dégager plusieurs syndromes importants comme ces patientes qui font des OAP flash, qui ont plutôt des pressions de remplissage qui s'élèvent à l'effort, les patientes qui ont un état d'hyperdébit avec des œdèmes qu'on n'arrive pas vraiment à diminuer, et les patients qui ont plutôt une atteinte droite prédominante. Donc c'est une physiopathe importante, et donc ça méritait la peine quand même qu'on s'attache dessus pour dire qu'aujourd'hui on ne parle pas seulement de l'évaluation des pressions de remplissage, c'est un peu plus que ça. Donc l'écho, elle ne regarde qu'un volet d'un syndrome qui est très polymorphe, et c'est ce qui explique justement les échecs thérapeutiques, et c'est ce qui explique pourquoi on n'arrive pas, contrairement à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, à améliorer le pronostic de ces patients. Donc maintenant, si on s'intéresse à la définition, il y a eu de nouvelles recommandations donc européennes qui ont été présentées à Florence puis à Rome,
Et du coup, il n'y a plus un seul ou deux types d'insuffisance cardiaque, il y en a trois. Donc, ces recommandations ont défini, donc, ont gardé les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection réduite qu'on connaît, moins de 40%. Les fractions d'éjection préservées, maintenant, c'est au-delà de 50, c'est réglé. Et on a défini aussi un groupe intermédiaire, et donc le professeur Ratoli va sûrement vous en parler tout de suite, je ne m'attarde pas. Toujours est-il qu'on a défini un groupe pour lequel la fraction d'éjection est entre 40 et 49%. Et donc, on ne sait pas trop, c'est un peu flou, si c'est plutôt un groupe qui va avoir tendance à altérer sa fraction d'éjection, ou plutôt un groupe qui a une dysfonction diastolique prédominante. Toujours est-il que pour diagnostiquer une dysfonction diastolique, on part de la clinique. Donc, on doit avoir des signes et des symptômes. Bien sûr, après, une fraction d'éjection préservée, et au moins, et des peptides natriurétiques élevés, et au moins un des critères écho, c'est-à-dire une anomalie structurale, et j'entends par là une augmentation du volume de l'oreillette gauche ou une augmentation de la masse VG, ou une anomalie diastolique. Et on va les détailler plus avant. Donc, bien sûr, l'écho, je vous rassure, joue un rôle important dans cette partie cardiovasculaire de ce grand syndrome. Elle joue un rôle important pour le diagnostic, et on va le détailler, mais aussi pour exclure les autres diagnostics comme les PCC, les CMR, les états d'hyperdébit, etc. Et donc là, on en vient à ce qui nous intéresse tous, partant de la clinique, ayant défini une fraction d'éjection au-delà de 50%, et là, vous le savez, dans les recommandations, on cite la fraction d'éjection avec en 3D si on en dispose, mais à défaut, ce qu'on fait, ce qu'on peut faire dans nos cabinets à l'hôpital, c'est un Simpson. Il est recommandé de le faire pour tous les patients. Et ensuite, on va chercher les anomalies structurales et les anomalies fonctionnelles. Donc, le volume de l'oreillette gauche, il est anormal lorsqu'il est au-delà de 34 ml par mètre carré de surface corporelle. On peut le mesurer de différentes manières. Et donc, ce qu'on peut faire, même si on peut le faire par Simpson comme on le fait pour le ventricule gauche, même si on sait qu'en deux cavités, ça sous-estime un petit peu le volume de l'oreillette. Il faut juste garder en tête qu'un volume d'oreillette gauche dilatée n'équivaut pas forcément à une dysfonction diastolique, parce qu'il y a des états qui dilatent les oreillettes autrement, comme l'arythmie, comme les fuites mitrales. Il faudra être prudent avec ce paramètre dans ces circonstances. Ensuite, la masse du ventricule gauche, donc deux chiffres à retenir. Une hypertrophie, une augmentation de la masse au-delà de 115 chez l'homme, indexée, au-delà de 95 chez la femme. En principe, c'est fait en principe, c'est fait de manière automatique. Donc, lorsque vous avez des mesures en parasternal, il suffit de donner à l'appareil, donc le septum interventriculaire, la paroi postérieure, il le fait. Cependant, il faudra être prudent en cas d'hypertrophie asymétrique, dans tous les cas où la géométrie du ventricule est un petit peu modifiée. Là, on en vient à la diastole pure, avec ces nouvelles recommandations sur la dysfonction diastolique qui sont sorties à Rome, qui sont à la fois américaines et européennes. Et donc, cette évaluation de la diastole pourra se faire chez la majorité des patients, mais il y a des circonstances dans lesquelles on ne peut pas tenir au strict sens de ces paramètres qu'on va voir, c'est-à-dire, il faudra être prudent en cas de valvulopathie mitrale. Par contre, en cas de valvulopathie aortique, on peut les appliquer. Il faudra être prudent en cas de calcification annulaire extensive. C'est normal parce qu'on mesure, en particulier pour le E', on a l'impression de mesurer une fonction longitudinale alors qu'on la mesure localement. Donc tout ce qui va perturber cette localisation au niveau de l'anneau, eh bien, va faire qu'il faudra être prudent avec la conclusion sur la diastole, que ce soit les blocs de branches, que ce soit le patient PIC. Il faudra aussi prendre des précautions en cas d'arythmie. Donc vous connaissez tous Appleton, vous connaissez tous cette gradation de la dysfonction diastolique. Donc une dysfonction diastolique grade 1, lorsqu'on a un rapport E sur A inférieur à 8, là ce qu'il y a, c'est que ces recommandations insistent sur le fait qu'il va falloir regarder s'il y a une fuite tricuspide, regarder donc le volume de l'oreillette comme on l'a dit. Donc dysfonction diastolique grade 1, c'est normal, ça vient avec l'âge, chez tous les sujets âgés, donc c'est un E inférieur à A. Ensuite, on avance, la dysfonction diastolique grade 2, les pressions de remplissage commencent à s'élever, on a un rapport entre 8 et 2, avec un E sur E' entre 10 et 14, et on peut avoir une vitesse d'IT qui est au-delà de 2.8. Et ensuite, le profil restrictif, vous le connaissez tous, la dysfonction diastolique grade 3. Donc, pour la fonction diastolique,
on va s'appuyer sur 4 paramètres écho. Je suis désolée, je vais être un peu redondante, mais il faudra justement bien fixer ces paramètres. Donc avant, on se focalisait beaucoup sur le E sur E', on va voir qu'il y a eu des reproches au niveau de ces recommandations. Maintenant, il est recommandé obligatoirement de mesurer le E' septal et le E' latéral. On a des valeurs cutoff inférieures à 7 pour le E' septal, pour dire qu'il est altéré, et inférieures à 10 pour le latéral. Le volume de l'œil gauche, on en a parlé, au-delà de 34 ml par mètre carré, et la vitesse d'unité au-delà de 2,8. Donc, comment on va agencer ces 4 paramètres? Lorsqu'on en a 2 qui sont positifs, on parle de dysfonction diastolique. Lorsqu'on en a 2 qui sont négatifs, on parle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2 et plus, il faut qu'il y ait 3 paramètres. Au-delà de 2, on parle de dysfonction diastolique. Moins de 2, fonction diastolique normale, et entre les deux, la fonction diastolique est indéterminée, il faudra utiliser d'autres paramètres qu'on va voir par la suite. Maintenant, pour l'évaluation des pressions de remplissage, en présence de fractions d'éjection préservées, on part du flux mitral. Donc, vous connaissez bien le flux mitral et ce à quoi il correspond. Ensuite, donc, on voit comme on le faisait avant, lorsque E est inférieur à A et inférieur à 0,8, avec un E inférieur à 0,5 mètres par seconde, les pressions de remplissage sont normales. C'est quand même dysfonction diastolique grade 1. Lorsque le E sur A est supérieur à 2, donc profil restrictif, les pressions de remplissage sont élevées et c'est une dysfonction diastolique grade 3, sauf bien sûr, comme vous le savez, pour le sujet jeune et sauf pour les athlètes. Ensuite, entre les deux, on va utiliser le E sur E' moyen, en moyennant le septal et le latéral, et s'il est au-delà de 14, si la vitesse de l'unité est au-delà de 2,8 avec une oreillette dilatée, donc on a besoin juste de 2 de ces paramètres, on peut dire que les pressions de remplissage sont augmentées, et à ce moment-là, c'est une dysfonction diastolique grade 2. Et ensuite, si 2 ou 3 sont négatifs, les pressions de remplissage sont normales. Maintenant, que faire devant un patient qui a ce profil-là, avec E, c'est-à-dire les sujets âgés qu'on voit en consultation, E inférieur à A et E inférieur à 50 cm par seconde, mais qui sont symptomatiques. À ce moment-là, il faudra éliminer une cardiopathie ischémique et éventuellement faire un test d'effort qu'on appelle test d'effort diastolique. On va le voir juste après. Donc, j'avais dit prudence avec le paramètre E sur E'. Il est en train donc de perdre un petit peu de grade avec ces recommandations. Pourquoi? Mais on savait déjà que les études qui se sont intéressées au E sur E', c'était de petites cohortes et donc c'était des études monocentriques. Et ensuite, on sait déjà qu'il varie, qu'il y a une fourchette en fonction de l'âge, en fonction du sexe. Et donc, on est en attente de la fameuse étude Eurofilling qui a compris 250 patients et l'étude européenne qui est en train de voir le E sur E' versus la PTD-VG et qui va sortir donc à Euroéco dans un mois et qui, semble-t-il, remet en cause justement cette suprématie. Avec cette étude déjà ancienne que je vous montre, qui dit quoi? Qui dit que quand le E sur E' est inférieur à 8, les pressions de remplissage sont basses. Et ça, on peut l'affirmer avec toute tranquillité. En fait, le E sur E', c'est comme les dédimères des pressions de remplissage. Ça n'a pas forcément une valeur diagnostique, ça a une valeur d'élimination. Par contre, quand le E sur E' au-delà de 15, regardez ici, donc entre 8 et 15, c'est la zone grise, on le sait. Quand il est au-delà de 15, on étiquette que c'est des pressions de remplissage élevées, alors qu'ici, on a un tiers de patients qui ont des pressions de remplissage normales. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent avec ce paramètre, et ceci est d'autant plus vrai, c'est pas le cas du topo d'aujourd'hui, mais c'est d'autant plus vrai pour les patients graves, pour les cardiomyopathies dilatées, pour les cardiomyopathies hypertrophiques, en arythmie, etc. En fait, ce qu'on en déduit, c'est qu'un seul paramètre seul ne peut pas déterminer les pressions de remplissage. Donc, s'il vous plaît, essayons d'appliquer les recommandations, essayons de voir tous les paramètres, et regardez avec moi cette courbe ROC. Lorsqu'on associe l'étude du E sur E' au volume de l'oreillette gauche, ben on atteint des sensibilités et des spécificités qui sont bien supérieures à chacun des paramètres pris séparément. Maintenant, lorsqu'on a des doutes, on a vu tout à l'heure que des fois on n'arrive pas à trancher, il faut s'aider de paramètres supplémentaires, ils ne font pas partie de la checklist systématique, mais quand on en a besoin, alors le flux veineux pulmonaire, on dit souvent que c'est difficile de le recueillir, mais c'est dans des études, on arrive à le recueillir dans 100% des cas, on ne s'intéresse plus autant qu'avant à la durée de l'onde apulmonaire, qui il est vrai, est difficile à prendre, mais surtout au temps de décélération de l'onde D, qui est beaucoup plus facile à acquérir. Et on a vu dans certaines situations que c'est un paramètre utile, en particulier dans la fibrillation atriale.
la durée de l'onde A pulmonaire, elle est citée dans les recommandations, surtout dans des situations particulières comme le CMH par exemple. Donc c'est un petit peu relégué au second plan, comme a été complètement relégué au grenier en fait quasiment le VP qu'on utilisait beaucoup avant dans les recommandations précédentes. Donc si le temps de décélération de l'onde pulmonaire est inférieur à 175 millisecondes, là on peut prédire une augmentation de la POG avec une très très bonne sensibilité et spécificité. Alors autre curiosité qu'on peut avoir, mais à condition que la fréquence cardiaque du patient soit au-delà de 60, on peut avoir cette onde L qui témoigne de pression dans l'oreillette élevée. Et comme vous le savez, en fait, lorsque, donc, au milieu, donc, au moment du remplissage du ventricule, donc, on a une phase de diastasis entre E et A, lorsque la pression, en fait, de l'oreillette baisse, avant qu'il y ait la contraction de l'oreillette et qu'il y ait ce remplissage à la fin, donc, de la diastole, qui correspond à l'onde A. Et en fait, quand la pression de l'oreillette est très élevée et reste élevée, le diastasis n'est pas possible parce qu'elle reste supérieure à la pression minimale du ventricule gauche et c'est pour ça qu'on a cette onde L. Alors, autre curiosité, ce n'est pas cité dans les recommandations, mais il y a pas mal de papiers dessus et ça peut être utile, c'est ce qu'on appelle les comètes. Alors, c'est quoi les queues de comètes? En fait, c'est une écho pulmonaire, donc quand vous êtes un petit peu dans le doute, quand vous avez un patient où l'écho n'est pas trop contributive, ou la radio pulmonaire peut laisser à désirer parce que c'est un patient bronchopneumopathe, on ne sait pas très bien s'il faut le diurétiquer, il crépite, mais juste des bases d'un seul côté, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est prendre sa sonde d'écho, la même sonde, ça prend à peu près 1 minute à faire, et puis la mettre sur différents sites, donc en axillaire, 3 niveaux, en antérieur, dans le dos, et voir en fait si vous avez ces lignes-là, parce que dans un poumon normal, il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, c'est noir. Il y a uniquement la ligne pleurale qui est en fait horizontale et qui bouge avec la respiration. Mais quand il y a une interface eau-air dans le poumon, vous avez ces fameuses queues de comètes ici qu'on voit et on a pu un petit peu les quantifier. Alors quand il y a plus de 30, on dit qu'il y a une congestion et on peut un petit peu gérer les diurétiques chez les patients de cette manière. Donc nous, on l'a fait aussi dans le service. Alors, si ça veut bien. Voilà. Non, tant pis. Bon, je voulais vous montrer, c'est un petit peu moins joli dans la vraie vie que dans les papiers, mais ça on a l'habitude. Et donc on va essayer d'illustrer tout cela. Non, la boucle ne tourne pas, tant pis. Par un cas clinique de la vraie vie. Donc je vais essayer de voir si vous m'avez suivi un petit peu. Donc c'est un patient de 45 ans, insuffisance rénale chronique au stade d'hémodialyse, bien dialysé, stable, et qui présente quand même une dyspnée déforme, une dyspnée gênante. Donc on a fait l'écho, donc on l'a vu il y a une semaine ce patient, on a fait l'écho au service. On trouve donc une masse VG, donc calculée automatiquement à 350, indexée à 195, un volume de l'oreillette indexé qui est aussi au-delà de 34. Voici ces images Doppler. Et donc, je vais vous poser quelques questions. Je vous laisse 2 secondes le temps de regarder. Question. Est-ce que le patient a une dysfonction diastolique? Est-ce que c'est une insuffisance cardiaque à effet préservé? Est-ce qu'il a des pressions de remplissage élevées? Donc, pour vous aider, j'ai remis donc les chiffres. On a un E' septal à 6, un latéral à 12, un E sur E' moyen à 11, un volume de longée à 36, une HVG indexée à 198, une vitesse de l'été à 3.8, alors qu'il sort de dialyse, il est parfaitement filtré, etc. Donc, voilà, je vous remets encore l'organigramme qui conclut pour la fonction diastolique. Donc, que me dites-vous? Est-ce qu'il a une dysfonction diastolique? Oui, pourquoi? Longée dilatée, l'été est au-delà de 2.8 et il nous faut plus que 2 paramètres. Ici, il nous faut 3 paramètres. Est-ce qu'on a le 3e paramètre? Alors, si vous avez bien fait attention, et Hicham a bien suivi, le septal est inférieur à 7. Donc oui, il y a une dysfonction diastolique, et on peut la grader. Donc on est dans ce petit tableau que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un grade 2. Très bien. Est-ce que c'est une insuffisance cardiaque à effet préservé? Parce que n'oubliez pas ce qu'on m'a demandé de faire. C'est pas de ma faute, c'est l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Alors, est-ce qu'on est devant une insuffisance cardiaque à effet préservé? Donc je vous le remets, on a la dyspnée. Pourtant, c'est un insuffisant rénal. Normalement, on se dit, bon, il est peut-être pas bien dialysé. Non, on a la dyspnée, on est dans le tableau. On a une effet au-delà de 50%. On fait pas les BNP, c'est comme ça, on les fait pas, je ne sais pas si vous les faites, nous on les fait pas en routine. Est-ce qu'on a les critères? Il faut at least
soit des anomalies structurales qu'on a, toutes les deux, et l'HVG et la dilatation de l'oreillette, et il faut une distinction diastolique. Donc, est-ce qu'on a une insuffisance cardiaque à effet préservé? Oui. Maintenant, est-ce que les pressions de remplissage sont élevées? Donc voilà, on est dans ce cas de figure. On a un E sur A entre 8 et 2, avec un E sur E' moyen qui n'est pas au-delà de 14, on est d'accord, mais on a l'IT et le volume d'oreillette gauche. Et ici, dans la pression de remplissage, c'est 2 paramètres. Donc on part d'un patient, en fait, qui payait pas de mine. C'est un patient que vous et moi, on voit tous les jours. Et on se retrouve devant un patient qui a des pressions de remplissage élevées, une dysfonction diastolique et une insuffisance cardiaque à effet préservé. Donc, maintenant, il y a certains cas, comme on l'a dit, où on n'arrive pas à décider. Quand même, malgré tous ces organigrammes, on a vu tout à l'heure, on a des patients âgés qui viennent, qui ont des pressions de remplissage normales selon l'organigramme, un E inférieur à 1, un E inférieur à 50, et qui sont symptomatiques. Qu'est-ce qu'on va faire de ces patients? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire de ces patients? Il faut penser à une cardiopathie ischémique, et il faut faire un test d'effort. On l'appelle diastolique, c'est juste parce qu'il juge de la diastole. Alors, le test d'effort, on arrive à le faire même chez les sujets âgés, même chez les femmes, même chez les gens qui n'ont jamais vu de bicyclette et qui ne savent pas pédaler. Pourquoi? Parce que c'est un test d'effort qui est sous-maximal. En fait, ce n'est pas un test d'effort à la recherche d'ischémie. Il est recommandé d'arriver uniquement à 100-110 battements par minute. Et chez les personnes âgées, souvent, elles ont des problèmes chronotropes et du système nerveux autonome. On y arrive très facilement, premier, deuxième palier. Et lorsqu'on le fait, on s'arrête pendant 3 minutes pour acquérir les images. Chez les patients plus jeunes, chez qui on veut rechercher une ischémie, on peut continuer. On n'est pas obligé de le faire. Alors, je vous rappelle bien sûr qu'un test d'effort n'est pas indiqué si on a déjà des pressions de remplissage élevées à l'effort. Ça n'a pas de sens. Donc maintenant, les critères de positivité qui ont été donnés dans les recommandations, le test d'effort est positif s'il y a les 3 paramètres par contre. Là, ils sont exigeants. E sur E' qui est au-delà de 14 à l'effort, qui devient au-delà de 14 à l'effort, vitesse de l'IT au-delà de 2.8 et un E' septal qui est moins de 7 à l'effort. Alors, il y a d'autres études qui ont aussi montré que chez ces patients-là, comme je vous ai dit au départ, il y a souvent une dysfonction diastolique. Donc, à l'effort, ce qui se passe, c'est qu'un patient normal, vous lui faites une écho de base, une écho d'effort, il augmente son S' à l'anneau, il augmente son volume d'éjection systolique, il augmente sa fraction d'éjection. Eh bien, chez ces sujets-là, ça n'augmente pas. Et donc, en fait, l'absence d'augmentation de S' à l'anneau à l'effort traduit une absence de réserve systolique aussi et impacte le pronostic. Donc, je vous ai mis un exemple de la vraie vie, une patiente qu'on a vue il y a 15 jours, 88 ans, désolée pour l'âge, mais elle a pédalé, elle est autonome, elle fait ses courses elle-même. C'était son deuxième épisode d'hospitalisation dans le service pour dyspnée et œdème de membres inférieurs. Coro normal, bien sûr, on fait la coro très facilement, vu après les diurétiques, donc c'est un petit peu difficile, l'évaluation à distance est un petit peu difficile. On a un E sur A inférieur à 0,8 et un E inférieur à 50, avec une masse VG à 80. Les pressions de remplissage sont normales et la dysfonction diastolique est de grade 1 selon l'organigramme. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette patiente? Elle est symptomatique, elle a eu des signes d'insuffisance cardiaque. Est-ce que je vais juste m'arrêter là? Non, on l'a fait pédaler. Et en la faisant pédaler, le E sur E' est passé de 4 à 13 parce qu'il y a une augmentation. Là, on avait un type trouble de la relaxation, un profil type trouble de la relaxation avec des E qui ont beaucoup augmenté donc à l'effort. Avec au premier palier, on s'est arrêté à 110 battements avec un E septal qui était bas. Et en fait, on a tous les critères de positivité chez elle de pression de remplissage élevée à l'effort. L'IT est passé à 2.9 et puis apparition, est-ce que ça va tourner? Ça tourne. Apparition, regardez avec moi, d'une IM à l'effort. Et en fait, juste une petite explication. Il y a eu beaucoup d'études qui ont porté sur cette IM fonctionnelle à l'effort. Et en fait, juste pour vous dire que contrairement aux autres IM fonctionnels où on a une diminution des forces de traction, ici, en fait, l'IM d'effort est due à l'augmentation de la pression dans l'oreillette gauche qui crée cette IM qui peut être aussi un signe indirect d'augmentation des pressions de remplissage à l'effort. Avant de conclure, une plaque sur la CFA, c'est une situation qui est fréquente, c'est une situation où le E sur E' peut être dans les recommandations un des facteurs, mais il faut être prudent. Pourquoi? Parce qu'on est censé prendre moyenner 10 cycles consécutifs ou bien 3 cycles non consécutifs. En fait, le but, c'est d'avoir, il y a des logiciels qui permettent dans des échographes sophistiqués d'avoir le E et le E' en même temps sur le même cycle.
ce qu'on ne peut pas faire d'habitude. Alors, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, et donner des autres paramètres. On a parlé du temps de décélération de l'onde D pulmonaire. On peut aussi céder du temps de relaxation isovolumique. Donc, c'est entre la fermeture du fait aortique et l'ouverture et la mitrale, et le début de l'onde E. S'il est inférieur à moins 60 millisecondes, il traduit des pressions de remplissage élevées. Et donc, pour conclure, il faudra aussi, dans cette recherche et dans cette étude échographique d'une insuffisance cardiaque à effet préservé, voir les éléments pronostiques. Donc, ne pas s'arrêter à l'étude de la diastole. Il faudra aussi étudier la fonction VD, le ventricule droit, la masse du VD, mais bon, c'est dans c'est écrit dans la recommandation, mais c'est un petit peu difficile à la réaliser. La taille de l'oreillette droite. La fonction ventriculaire droite est un facteur pronostique important, mais ça, on le sait déjà. Il y a aussi des éléments nouveaux. Le strain global longitudinal avec un cutoff en valeur absolue à moins 16 a été aussi trouvé comme facteur pronostique pour ces patients. Et enfin, le facteur très important, mais qu'on a du mal à juger en clinique, c'est la rigidité artérielle. Et en fait, bien sûr que c'est important, mais comment le mesurer? Et je voulais vous rapporter donc un papier d'une grande dame qui est avec nous. C'est Daniel Monti qui avait sorti déjà en 2012 dans Athérosclérosis un papier pour essayer d'évaluer donc cette rigidité artérielle à travers l'élastance. Et en fait, avec un paramètre, elle avait fait quand même 500 patients qui est la pression pulsée, donc différence entre la pression artérielle systolique et diastolique sur le volume d'éjection systolique à l'écho. Elle avait trouvé une très bonne corrélation pour déduire de cette rigidité chez des patients diabétiques. En conclusion, donc l'insuffisance cardiaque à effet préservé est un véritable challenge diagnostique et thérapeutique. Certes, l'écho est intéressante. Je vous rappelle qu'il faut essayer de tenir compte des recommandations. Il ne faut pas essayer de faire ce qu'on sait ou croit pouvoir faire. Il faut recueillir tous les paramètres. Dans des situations difficiles, on peut céder de l'écho d'effort, voire du cathé droit. Et en fait, le but, c'est d'essayer de phénotyper les patients pour essayer de trouver un traitement adapté et pour vaincre ces continuels obstacles et ces échecs thérapeutiques dans les essais sur l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Je vous remercie. J'ai un petit peu triché parce que ma plaque de je vous remercie vous porte à regarder un papier très très récent qui est sorti dans Circulation et qui justement nous aide à traiter ces patients en fonction de chaque comorbidité et chaque phénotype associé. Voilà. Merci Dr Sophie Lamar pour cet exposé très clair et pour ces cas cliniques très convaincants.